On va démarrer cette matinale, donc cette troisième matinale consacrée aux métaux et à la R&D. Donc on a la chance aujourd'hui d'être au pied de la Dame de Fer. C'est peut-être un symbole assez important pour ce matériau-là. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir 3 experts pour aborder les questions de R&D. On va parler de transfert de technologie, de recherche en direction de l'industrie. Et enfin, en deuxième partie de matinée, on abordera la question des réserves des métaux, qui est une question importante. Et bien sûr de la recyclabilité, qui est aujourd'hui fondamentale, puisqu'on sait que quand même, on utilise énormément de cette ressource et qu'on va être confronté un jour ou l'autre, bien sûr, à cette question-là. Alors pour démarrer, on accueille Christophe Wolski, qui est directeur de recherche et directeur du centre Sciences des matériaux et des structures à l'École des mines de Saint-Étienne. Bonjour. Voilà, qui va nous faire une conférence qui portera sur les nouvelles technologies de transformation du métal, les nouveaux alliages, et vous allez nous dresser un panorama, Christophe, si j'ai bien compris. Merci. À vous. Merci. Bonjour à tous. Donc déjà, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité et donc m'avoir donné cette petite heure pour vous parler des métaux d'acier et d'alliage. Et dans cette présentation, le titre choisi par les organisateurs, c'est « Nouvelles technologies de transformation du métal, nouveau alliage, un panorama ». Et tout à l'heure, on verra un petit descriptif sur lequel j'ai essayé de m'inscrire dans ce que je vais vous présenter. Donc, il a été mentionné que nous sommes au pied de la Tour Eiffel, c'est un symbole pour parler des métaux, et j'ai vu que le lieu de conférence a été changé pour aller dans l'Union internationale des chemins de fer. Donc, le chemin de fer avec les métaux, c'est pas mal. Donc, on a 2 objets qui impliquent l'utilisation de matériaux métalliques. Dans cette présentation, je vais bien évidemment l'introduire un peu à ma façon, et puis je l'ai structuré en 3 parties, en intitulant cette deuxième grosse partie centrale les 3 objets qui font rêver. Alors, je vous préviens tout de suite, pas sûr que les 3 qui ont été choisis vous fassent rêver, mais à un moment, j'ai fait une petite enquête, et puis on verra, je vous dirai tout à l'heure ce que ça a donné. Donc, dans la première partie, l'introduction, je vais très rapidement vous introduire l'institution dont je viens, l'École des mines de Saint-Étienne. Et puis, on verra que rien que la présentation de cette matinée comporte une petite énigme à résoudre. Donc, je vous laisse patienter 2 minutes pour la poser, l'énigme. D'abord, mon école d'origine, donc c'est l'École des mines de Saint-Étienne, donc c'est le bâtiment historique de l'École des mines de Saint-Étienne, donc en région Rhône-Alpes. Cette école, elle fait partie aujourd'hui de l'Institut Mines Télécom avec le siège à Paris, donc à Télécom ParisTech, et nous avons une antenne dédiée aux matériaux de microélectronique à Gardanne. Voilà, l'école, elle fait partie d'un réseau de 10 écoles sous ministère de l'Industrie, ce qui définit bien les caractères de recherche et développement que nous menons dans l'école. Et puis, j'assure la responsabilité du centre matériaux et structures, donc je ne vais pas vous ennuyer avec ça. C'est juste pour dire qu'on va regarder les images, que nous raisonnons beaucoup à l'échelle de la microstructure de matériaux. Donc ici, vous avez une image de microstructure polycristalline, la nature des matériaux qui la constituent, les types de grains, de joints de grains, tout ça conditionne les propriétés des matériaux en service. Et puis, on essaye de s'intéresser à des objets industriels pour essayer de les concevoir de telle sorte à ce qu'ils aient les meilleures propriétés et à ce qu'ils aient la meilleure durée de vie en service. Et puis, bien évidemment, nous avons une activité forte d'enseignement avec les étudiants dans les divers cycles de formation et dans les divers masters recherche, dont une partie significative aujourd'hui est en anglais. Donc, entièrement en anglais, en s'adressant à des étudiants internationaux. Je vais passer à l'énigme. Donc l'énigme, elle vient de l'image associée à cette matinale. Et puis d'ailleurs à tous les cycles. Donc nous avons ça comme image. Et donc moi, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis posé la question, mais voilà, à quoi a pensé la personne qui a fait ce dessin? Et donc du coup,
Je ne sais toujours pas. Hein. Je vous dis, c'est lui, s'il est dans la salle, si l'auteur est dans la salle, je m'excuse hein, parce que je ne trouverai peut-être pas. Mais en premier lieu, je me suis dit, c'est un cube. Mais après, en regardant de plus près, c'est plutôt un parallélépipède et ça change pas mal hein, en métallurgie physique, de passer d'un cube à un parallélépipède. Et je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer le cheminement qui m'a conduit à une suggestion, mais je ne suis toujours pas certain. Et puis la description dont je vous ai parlé, c'est celle, il y a un certain nombre de mots-clés que j'ai mis en lumière par la couleur bleue. Donc la recherche fondamentale et appliquée, c'est pas évident pour tout le monde de voir où est le curseur qui sépare les deux. D'ailleurs, je pense qu'il est très variable en fonction de la nature des organismes qui pratiquent la recherche et développement. On me propose de parler des métaux, donc ici, mais aussi des alliages. Donc, moi, dans la structuration, je vais essayer de mettre en avant la différence fondamentale entre les métaux et les alliages. Avec toutes mes excuses pour les spécialistes du domaine, hein, parce que ça paraît très très simple pour ceux qui ont fait de la métallurgie physique ou de la physique de manière plus large, mais peut-être pas pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Et puis, comme on souhaite s'intéresser à de nouvelles technologies, nouveaux matériaux, je vais vous donner 4 exemples d'applications industrielles où la partie recherche et développement est indispensable pour mieux comprendre le comportement des matériaux métalliques. Puis la partie innovation, réserve, recyclabilité, ça va être probablement dans la suite de la journée par mes collègues qui vont intervenir après moi. Voilà, donc mon objet de l'énigme, voilà, il est là. Ça aurait pu être celui-là. Alors, celui-ci, c'est un sulfure de fer, la pyrite. Bon, c'est plutôt un cube, hein, pas un parallélépipède, mais il est jaune. Donc, moi, l'image m'a fait penser à ça. Et après, je me suis dit, cet objet, il est composé de 2 atomes, de fer et du soufre. Et il se trouve que les liaisons interatomiques entre ces 2 atomes sont bien particulières. Elles sont probablement ionocovalentes, mais elles ne sont certainement pas métalliques. Donc, pour une journée sur les métaux, mon premier candidat, il tombe. Donc, ça ne va pas être celui-ci. Et le deuxième, je ne sais pas si vous pensez au même que moi, un métal jaune, de l'or. Ben oui, de l'or. Alors hein, la forme dont nous n'avons pas l'habitude dans la vie quotidienne, c'est celle-là, un peu coûteuse. Mais si c'était un cube, ça aurait pu être la structure cristalline de l'or, qui est une structure cubique face centrée, une des structures parmi les plus courantes, une structure compacte qui assure des propriétés de déformabilité qui sont excellentes, y compris à très basse température. Et vous verrez dans la suite de ma présentation que la structure cristalline, c'est quelque chose qui définit de manière fondamentale les propriétés des matériaux. Donc, la couleur des atomes jaunes, on pousse un peu. Ils ont peu de chances d'être jaunes. Mais par contre, je suis embêté parce que c'est toujours un cube. Cette structure cubique face centrée, fondamentalement, elle a une symétrie cubique. Donc on peut regarder de plus près tout ce matériau dans un journal d'une certaine qualité. On peut se rappeler les propriétés donc de l'or, très lourd, 19 kg par décimètre cube. C'est très lourd. Et voilà, avec tout ça, mon deuxième candidat, il tombe parce que ce n'est pas parallélépipédique. Donc je pense qu'à la pause ou dans les questions, dans les commentaires, quelqu'un nous donnera peut-être la réponse. Mais moi, je ne l'ai pas pour les parallélépipèdes jaunes. Mais on va s'intéresser aux matériaux métalliques. Et donc du coup, je fais une petite enquête auprès des voisins. Je suis allé voir mes amis néophytes. Je leur ai dit, écoutez, je suis invité à Paris pour parler des métaux à des gens qui vont composer une audience probablement assez hétérogène. Il y aura peut-être quelques spécialistes de la métallurgie physique, mais ils ne feront pas la majorité. Il y aura des gens qui sont du domaine du design, ils seront probablement nombreux. Et puis il y aura des gens qui sont curieux, tout court, qui aimeraient bien entendre une petite histoire sur les métaux. Et donc, voilà, j'ai discuté avec eux et
au bout d'un certain temps, nous sommes arrivés à une structure en 3 parties. Et ben, c'est cette structure-là que je vais vous faire découvrir. Mais avant, je vous laisse un petit instant pour penser à vos 3 objets de prédilection. Bon, après, la probabilité que ce soit les mêmes que j'ai choisis, elle est quasiment proche de 0. Mais pensez à vos 3 objets. Je sais pas, on parle de métaux, on parle d'acier, on parle d'alliage. Les objets que vous pouvez toucher au quotidien, les objets qui font partie de la haute technologie, ceux qui vous font rêver ou ceux sur lesquels vous aimeriez peut-être un peu mieux comprendre les comportements. Voilà. Le choix, qui est en partie le mien, en partie ceux de mes voisins, est le suivant. Donc, le premier, c'est le T1000. Donc, pour ceux qui ont vu la série des films, vous vous souvenez, c'est le deuxième épisode. Le T1000, il est en métal liquide et il est assez performant. Donc, on verra dans quelle mesure c'est réaliste. Le deuxième objet, c'est un thermo incassable. Voilà, ça a des avantages. Un thermo qui tient au chaud et qui est incassable, c'est vraiment un bon compromis entre ces 2 propriétés. Et puis le troisième objet, il fait partie des objets de la très haute technologie où se concentrent les efforts de recherche et développement actuels, notamment pour l'industrie de l'aéronautique. Donc voilà, on va commencer par T1000. Donc voilà, T1000, on nous dit qu'il est en métal liquide, en métal. Donc premier coup d'œil, les tableaux périodiques. Alors donc sur les tableaux périodiques, on a tout un tas d'éléments, il y en a plus que 100. Et donc ces éléments sont structurés en diverses catégories. Dans ces catégories, vous avez les métaux alcalins, ils sont là, le métaux alcalin. Après, vous avez les métaux de transition en rose, ils sont quelque part ici. Et puis vous avez ce qu'on appelle parfois les métaux pauvres, ils sont là. Donc il faudrait prendre un métal qui est liquide à température ambiante. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de possibilités qui existent, mais on va essayer de la voir. On va la voir sur ce tableau périodique. Donc c'est le même tableau périodique, sauf que la couleur, elle donne la température de fusion. Donc plus la couleur est rouge, plus la température de fusion est élevée, plus elle est bleu foncé, plus la température de fusion est basse. Donc bien évidemment, on exclut toute cette partie-là parce que ce n'est pas des métaux, comme vous vous souvenez bien. Donc on doit être quelque part là-dedans et peut-être dans cette partie-là. Bon, dans les métaux qui vont bien, il y a le mercure qui va très bien. Et puis il y a aussi le gallium, c'est température ambiante en été. Donc que 2. Si on regarde de manière générale l'évolution du point de fusion pour toute une gamme de matériaux, vous avez les matériaux à très haut point de fusion, comme par exemple le tungstène, ça monte jusqu'à 3500 degrés. Et à l'opposé, ici c'est des matériaux de manière générale. Il n'y a pas que les métaux, mais pour ce qui concerne les métaux, vous avez par exemple le lithium. On voit bien que déjà par rapport à la température ambiante, ça doit être dans les 200 degrés. Il y a seul le mercure qui est marqué ici, avec la température de fusion telle qu'à température ambiante, le métal est liquide. Donc, de ça, on pourrait dire uniquement le mercure, mais je vous ai dit qu'il y a aussi cette histoire de gallium. Donc, on va regarder ces 2 matériaux. Et je vous rappelle, on cherche le métal qui a servi à faire le T1000 pour le réalisateur. Donc le mercure, température de fusion à presque moins 40 degrés, température de fusion très basse, température d'évaporation très basse, une masse volumique importante, et puis un coefficient de dilatation extrêmement important, 165 10-6 Kelvin-1 par rapport à 18 par exemple pour le gallium. Vous voyez, c'est ce coefficient de dilatation extrêmement important qui est en partie à l'origine de son utilisation dans les thermomètres au mercure, qui sont d'ailleurs interdits depuis 1999 à peu près.
Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, le mercure est toxique, c'est connu, il est toxique à divers niveaux, et donc des cases de thermomètre, c'était vraiment pas bon, notamment en été, parce que mine de rien, entre 30 et quelques degrés en été et 19 degrés dans les pièces en hiver, il y a une différence forte en termes de la pression de vapeur de mercure, de la pression saturante. Et donc, le mercure a été exclu pour cette raison-là. Mais il est utilisé, c'est une parenthèse que j'ouvre, il est utilisé dans les laboratoires, par exemple, dans les appareils pour mesurer la porosité, les porosimètres au mercure. Et il y a des consignes de sécurité générale que la pièce doit être refroidie. Et c'est une consigne générale qui fait que si jamais il y a du mercure qui se répandait, la pression des vapeurs saturantes est suffisamment basse pour que ça ne pose pas de problème, sous réserve qu'on mette les produits pour absorber le mercure et tout nettoyer. Bon, alors, donc du coup, le T1000, ça pourrait être le mercure, mais ça pourrait être aussi le gallium. Plus 29,8, bon, en été. Je pousse un tout petit peu en été. Et comme il court beaucoup, il est au chaud, donc il pourrait rester liquide. Vous avez d'autres paramètres. Et puis, c'est un matériau, il est exceptionnel ce matériau, le gallium. Vous voyez, la température de vaporisation de mercure, c'est 356 degrés. La température de vaporisation de gallium, c'est 2200. C'est le matériau qui a une distance entre la température de fusion et la température de vaporisation qui est la plus forte parmi tous les métaux. Et c'est à l'origine de son utilisation dans des objets vraiment de la plus haute technologie dans le domaine de la R&D en matériaux, en particulier les microscopes électroniques avec les canons à émission de champ. C'est des canons qui sont basés sur une source au gallium. Et justement, cette source, elle est chauffée à des températures très très élevées. Et compte tenu de la température de vaporisation, on peut les garder suffisamment longtemps pour émettre les faisceaux d'électrons nécessaires pour le fonctionnement de ces appareils. Donc, je ne vais pas vous faire ici un cours sur les objets de recherche, mais à chaque fois, un tel objet comme un FIB, Focused Ion Beam, un TEM, Transmission Electron Microscope, ce sont des éléments dont tout chercheur rêve d'avoir un accès illimité et gratuit. La petite difficulté, c'est que ces objets, quand on les utilise, ça coûte de l'argent tous les jours. Pour vous donner un ordre de grandeur, en vraiment accès privilégié, ces appareils coûtent 500 € par jour pour pouvoir être utilisés. Donc derrière, il y a une dimension de montage de projet dont je ne parlerai pas dans cette présentation, mais elle est vraiment importante dans la R&D d'aujourd'hui. Je reviens à mon gallium. Donc le gallium, c'est un élément qui a encore une propriété remarquable, c'est celle des pouvoirs fragilisants. C'est quelque chose qui est connu depuis des années. On sait, et des expériences ont été faites plus d'une fois, elles sont visibles sur un petit film sur Internet. Vous prenez un morceau de gallium et vous frottez une plaque d'aluminium avec ce gallium. Donc il ne se passe rien du tout. Sauf que si vous posez cette plaque d'aluminium pendant la nuit et vous revenez le matin, vous la retrouvez en petits morceaux qui sont des grains. En fait, c'est lié à un pouvoir fragilisant de gallium, de la pénétration de métal dans les joints de grains du matériau polycristallin. Et donc, c'était à l'origine, pour avoir travaillé dans ce domaine pendant 6 ou 7 ans de fragilisation par les métaux liquides, j'ai eu l'occasion de discuter à plus d'une reprise avec un certain nombre de scientifiques russes qui sont d'ailleurs partis en Israël dans les années 60. Et ils ont obtenu des aides d'État, mais inimaginables à l'époque, justement suite à une telle démonstration du pouvoir fragilisant de gallium. On imagine que les militaires à qui on montre que les plaques d'aluminium peuvent se décomposer rien qu'en frottant avec un métal, je pense qu'on comprend assez bien la réaction de ce monde-là. Donc ici, vous avez une petite image qui montre les matériaux à l'échelle atomique, c'est-à-dire les grains en haut, en bas, et puis les atomes qui sont dans les joints de grains. Ce sont ceux qui coupent les liaisons atomiques entre les atomes bruns et puis qui introduisent de nouvelles liaisons qui sont très faibles. Et c'est ces liaisons-là qui sont à l'origine de la fragilisation. J'ai inclus dans la présentation un certain nombre de résultats de recherche. Je vais aller un peu vite par cette partie-là parce qu'au risque de vous ennuyer avec les détails scientifiques. Mais quand même,
je vous parle de cette fragilisation par les métaux liquides parce qu'il y a eu il y a toujours beaucoup de projets sur ce phénomène. Et là, on est au contact entre un métal et un métal. Donc, par rapport à la journée d'aujourd'hui, on est quand même très proche. C'est-à-dire, on a un métal solide qui est au contact d'un métal liquide. Exemple, c'est le réacteur hybride, ici, réacteur hybride, et un élément de ce réacteur qui est une cible d'espallation. Donc, en fait, une poche de métal liquide d'un alliage plomb-bismuth qui est bombardée par les protons dont l'énergie est de l'ordre de gigaélectronvolts, et donc qui conduit à la spallation et donc production de neutrons, les neutrons qui peuvent alimenter la réaction en chaîne. Donc un processus nucléaire bien connu, il n'y a rien de nouveau là-dedans. La petite subtilité, c'est ce qu'on appelle la fenêtre, c'est cette partie-là, elle doit être faite en métal, elle doit résister à la température de cet alliage liquide, à son caractère corrosif, son caractère agressif, à l'irradiation par les ions, et il faut que ça dure un certain temps. Et donc, s'il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine, c'est pour bien comprendre ce phénomène. Alors ici, c'est rapidement quelques éléments qui vous montrent ce que c'est cette fragilisation. Si vous prenez un métal et vous regardez la courbe contrainte-déformation, ce métal, il va s'allonger et il va rompre s'il est déformé à l'air. Par contre, si vous le mettez dans le plomb-bismuth et encore pire dans le bismuth, cet allongement, il est plus court et là, il va casser de manière fragile. Donc, on comprend que le bismuth a un caractère fragilisant fort. Et donc, on peut regarder à l'aide des systèmes modèles cette fragilisation. On peut prendre un morceau de nickel, le mettre au contact du bismuth, le charger, voir qu'il y a une fissure qui se développe. Et cette fissure, elle va le long des pénétrations du bismuth, puis elle est fragile même sur des zones où, en l'occurrence, là devant, par exemple, on ne voit rien du tout. On peut regarder la cinétique de ce phénomène et se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le joint de grain qui est à l'origine de cette fragilisation? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser des objets qui sont des objets dans le laboratoire de recherche et de développement. Et donc, dans notre laboratoire, on est spécialisé en spectrométrie OGXPS et tous les phénomènes de fragilisation. Et l'appareil en question, c'est celui-ci. Donc, un appareil comme ça, quand il arrive dans le laboratoire, c'est un appareil qui a été pensé pendant quelques temps. Donc, il y a une phase de conception de l'appareil. Et puis, à un moment, ce projet se transforme en réalisation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités avec le groupe industriel qui reposent sur l'utilisation de cet appareil. Alors, qu'est-ce qu'il permet? Il permet, en utilisant des faisceaux d'électrons, de caractériser la matière sur des profondeurs très faibles. Il nous permet, par une démarche liant la modélisation et les mesures, d'obtenir un résultat. Et ce résultat nous permet de déduire la quantité d'éléments qui est dans les joints de grains, donc ici des bismuths. Et on voit que c'est des quantités très faibles, de l'ordre de monocouches atomiques, qu'on traduit en épaisseur en nanomètres. Donc en nanomètres, c'est vraiment très très fin. Après, on a d'autres appareils, comme les microscopes à force atomique, qui nous permettent d'imager la redistribution de cet élément, ici sous forme d'îlot. Donc à chaque fois, un point ici, c'est une petite lentille de bismuth qui se trouve dans le joint de grain de nickel. Et puis cette épaisseur qu'on obtient par une technique, c'est toujours une bonne chose d'obtenir une validation par d'autres techniques. Et là, en l'occurrence, cette validation a eu lieu grâce à des collaborations avec le CEA Saclay, donc tout près de Paris, en utilisant la spectrométrie de Rutherford. Et voilà, très rapidement, parce que bien évidemment, ça mériterait une présentation complète, la recherche, c'est ça. C'est-à-dire, on a un problème industriel qui est posé et on essaye de répondre, de le comprendre et puis de prévoir la durée de vie de l'objet de prédilection. Donc ici, cette petite fenêtre dans la cible d'espallation. Alors, est-elle fondamentale ou appliquée? Parce que c'est une des questions à laquelle je voulais répondre. Elle est fondamentale dans le sens où on s'est donné la liberté de travailler sur un système modèle, nickel-bismuth, pour comprendre les phénomènes physiques. Mais elle est très proche de la recherche appliquée parce que le même type
d'expérience ont été réalisées sur un acier T411, c'est un acier à 9% de chrome, 1% de molybdène, qui est réellement utilisé pour la réalisation de cette cible d'espallation. Et elle a été réalisée dans une structure de transfert en Suisse, le Paul Scherrer Institute. Donc voilà, c'est ça la R&D. Et donc, on va revenir maintenant sur notre T1000, parce que je ne l'ai pas oublié, vous peut-être non plus. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les films, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, le T1000, c'est un méchant, c'est vraiment un méchant. Et puis, il est poursuivi par les Terminators de la série 1 avec un petit garçon, Amy O'Connor. Et donc, ils ne peuvent pas s'en débarrasser parce qu'étant en métal liquide, il traverse les grilles. C'est vraiment impossible de l'arrêter. Et puis, à un moment, ils ont une idée en se disant, puisqu'il est en métal liquide, on va le figer en lui balançant une citerne d'azote liquide pour le refroidir. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, à un moment, le T1000, donc celui, il se trouve au sol et la citerne d'azote liquide est déversée sur lui. Donc, forcément, il va solidifier. Et donc, solidifier, c'est pas très grave. C'est-à-dire, tous les matériaux qu'on utilise, une cuillère, elle est solidifiée. Et puis, pourtant, on l'utilise sans aucun problème parce qu'elle est ductile. D'accord ? C'est-à-dire, on peut la déformer. Si jamais vous êtes un peu énervé, vous appuyez fortement, elle ne va pas casser tout de suite. Elle peut se plier un tout petit peu. Alors maintenant, certains matériaux, quand on les refroidit beaucoup, et en particulier à la température de l'azote liquide, donc moins 196 degrés, ce matériau il devient vraiment fragile. Et il suffit d'un petit tir associé à Hasta la Vista, et puis il part en morceaux. Donc il part en morceaux parce qu'il est fragile. Et donc, vous voyez, cette petite histoire va me conduire à vous décrire un certain nombre de phénomènes métallurgiques auxquels il faut penser quand on développe de nouveaux métaux et de nouveaux alliages. On va regarder les choses point par point. Donc, première chose, solidification. Donc, solidification, ça veut dire qu'en fonction du temps, la température décroît. Il y a un palier de température pendant que le liquide se transforme en solide. Et puis après, asymptotiquement, on tend vers la température de l'azote liquide. Après, il y a des phénomènes de germination qui auront lieu. Alors, je me rends compte que je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, donc je vais aller vite. Mais en tout cas, il y a une théorie bien connue qui est associée à la germination, qui conduit à la définition d'un rayon critique. Ce rayon critique, c'est défini en fonction de la tension superficielle et d'une différence d'énergie libre entre un état liquide et solide. Et donc, on sait comment ça va se passer. À l'échelle de la pièce, donc du Terminator, c'est comme un lingot dans l'industrie. Et donc, lui, il aurait une structure dendritique qui ressemblerait à ça. Après, une fois transformée, cette structure, elle serait une structure polycristalline équiaxe qui pourrait ressembler à ça. Ça, c'est l'intérieur du métal tel qu'on le voit par les microscopes. Maintenant, si on décroît encore la température, et si jamais le matériau n'est pas de structure cubique face centrée, donc qui résiste au phénomène de fragilisation, à ce moment-là, on peut avoir ça. Ça, c'est l'exemple d'une coque de bateau. Donc, c'est une série de bateaux qui ont été envoyés en Deuxième Guerre mondiale à Mourmansk pour aider l'armée russe. Et ces bateaux, en arrivant vers Mourmansk, dans des eaux très froides, ça conduisait à la baisse de la température, à une rentrée dans les domaines fragiles. Alors, ce domaine fragile, dans le labo, il est obtenu par l'utilisation d'un mouton pendule. Donc, c'est un appareil qui permet de mesurer l'énergie absorbée par l'échantillon. Et donc, cette énergie, quand on baisse la température, elle décroît fortement et on a une température de transition fragile ductile. Et dans cette zone-là, le matériau est fragile. Donc, le fait que Terminator à moins 196 degrés est devenu fragile est tout à fait plausible. Maintenant, on va regarder la suite. Après, ce qui se passe, c'est que l'azote liquide, à un moment, il s'évapore. Donc, forcément, il n'y a plus le milieu pour tenir l'objet à la température très basse. Donc, la température du métal en morceaux, elle augmente. Et on a un phénomène de fusion. D'accord ? Donc, cette fusion, c'est que quand il y avait les petits morceaux, à un moment, chaque morceau, il a fondu et la tension superficielle a transformé chaque métal en petites gouttelettes.
parce que cette tension superficielle a tendance à arrondir ces petits objets. Et après, ces petits objets, quand ils se retrouvent côte à côte, ils ont tendance à s'agglomérer. Bon, il y a un petit calcul qui montre que si on considère l'énergie des surfaces associées aux deux cercles, on s'y retrouve. Je ne vais pas passer 2 minutes là-dessus, le calcul est fait. Et donc, bien évidemment, le fait que ces gouttelettes s'agglomèrent, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça peut se passer en réalité. Après, le fait que d'une grosse flaque, il remonte, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que c'est un jeu entre la gravité et la tension superficielle. Je ne vais pas vous poser la question combien vaut la tension superficielle d'un métal parce que 2000 millijoules par mètre carré. Mais par contre, combien pèse le terminator, ça vous pouvez me répondre. À peu près. Oui. Non, ce n'était pas pour moi. Vous ne voulez pas répondre? Bon, un Terminator, il a la taille d'un bon humain, d'accord? Vous avez vu que s'il était en gallium, la masse volumique était de 5 grammes par centimètre cube. Donc, 100 par 5, ça fait une demi-tonne quand même. Hein. Pour une demi-tonne, il court vite. Hein. Et puis, si jamais il était en mercure, c'est encore 3 fois plus, d'accord? Donc, 1 tonne 5. Donc c'est un gaillard qui est quand même assez lourd, et là, qui remonte de la flaque d'eau pour se reconstituer, c'est franchement pas possible. D'accord? Donc il y a quand même une limite. Mais admettons qu'il y a des forces qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui les permettent dans un nouveau alliage, parce que nous sommes dans le domaine de nouveaux alliages, donc peut-être qu'un jour, quelqu'un va mélanger dans le cadre de la métallurgie combinatoire, qui est une nouvelle science en émergence. Peut-être que ça sera possible, mais bon, enfin, peut-être pas de nos jours. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Je ne sais pas si quelqu'un se souvient, mais après, ils sont dans une aciérie et puis il y a le bain fondu quelque part. Et donc, le pauvre, le T1000, il finit par tomber dedans. Donc, en tombant dedans, il y a un autre phénomène métallurgique qui se passe, c'est-à-dire lui, qui était constitué d'un métal liquide, donc on a dit le gallium, il tombe dans du fer. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder de près, c'est un diagramme de phase fer-gallium, pour essayer de répondre à la question qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, ce diagramme de phase qui nous donne un état d'équilibre, c'est quelque chose qui nous dit qu'à la température d'à peu près 1500 degrés, donc la température de l'acier liquide, forcément, ça va être quelque chose de liquide. Donc là, il est dissous ad aeternam. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est un équilibre thermodynamique. Tant que l'aciérie ne s'arrête pas, nous en sommes débarrassés. Après, donc les atomes de gallium ici représentés en vert, ils vont être peut-être sur ce site-là, peut-être sur un autre. Et puis de manière générale, si vous regardiez de près, à l'état liquide, il n'y a plus cet arrangement vraiment régulier. C'est un état très désordonné. Donc, moi j'ai mis plutôt vrai dans le sens, c'est plutôt vrai, c'est-à-dire son anéantissement est plausible. D'accord? Donc, en attendant que l'aciérie ne ferme, on a le temps de regarder autre chose. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette présentation. Et donc, cette deuxième partie, c'est une partie que j'ai dédiée à des objets de la vie quotidienne. Donc, vous avez vu un petit thermo. Et dans les discussions, il y avait d'autres suggestions. Il y en a qui ont vraiment très fortement insisté sur les montres avec, un peu comme celle-là, une montre en métal, plutôt un métal inoxydable. Et donc, je me suis dit que je vais introduire cette question en vous demandant, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un thermo incassable et une montre? Le fer, voilà. Alors, c'est très bien dit. Voilà, le fer. Donc, c'est quoi le fer? Alors, le fer, c'est un élément du tableau périodique. Donc, c'est un métal. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que le fer est bien le matériau qui sert à fabriquer les thermos et les montres Casio, par exemple? Non, parce qu'on va certes avoir 99% de fer ou peut-être que 70%, ça dépend du type de matériaux qu'on aura choisi. Si on n'ajoute que du carbone, on va faire un acier, on appelle l'acier noir ou l'acier au carbone. Mais bon, ça ne serait pas joli une fois trempé dans de l'eau salée le lendemain. C'est-à-dire, vous auriez vu la rouille de partout. Donc, ce n'est pas les matériaux qu'il faut. Donc, ces deux matériaux, le thermo incassable et
et la montre, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont fait avec le même matériau. Et vous pouvez trouver ces mêmes matériaux avec une petite indication 18,8. C'est écrit de l'autre côté de la montre, c'est écrit sur le fond du thermo, 18-8. Alors, bon, un des bénéfices de cette conférence, c'est qu'à partir de maintenant, vous saurez ce que ça veut dire. Ça veut dire ça, c'est-à-dire c'est du fer, effectivement. Donc, madame, vous aviez raison, c'est l'élément majoritaire. Et puis, il y a aussi 18% de chrome et 8% de nickel. Alors, ces deux éléments procurent à ces matériaux une résistance à la corrosion et un changement de structure de cubique centré à la cubique face centrée, parce que nickel est un élément gammagène, donc c'est lui qui conduit à la structure cubique face centrée, celle qui résiste très bien à des basses températures, donc c'est pas mauvais. Après, bon, on va pas nager dans l'azote liquide, mais c'est pas mauvais en soi. Et l'acier en question, c'est un acier, selon les normes américaines, qui prend le numéro 304, c'est un acier inoxydable austenitique. Alors, il y a austenitique parce qu'il y a du nickel. S'il n'y avait pas du nickel, il aurait été ferritique. Et c'est extrêmement facile de faire la différence entre les deux. Il suffit d'approcher un aimant et l'austenitique ne va pas réagir, comme de l'aluminium. C'est-à-dire c'est un matériau qui n'est pas magnétique. Alors, ce matériau vu à l'intérieur, c'est ça. C'est une structure polycristalline, comme l'image que je vous ai montrée au début. Les grains ont quelques microns ou quelques dizaines de microns de diamètre. Après, si on regarde à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire 1000 fois plus petite, on va voir un arrangement régulier des atomes à l'intersection de chacune de ces deux lignes. Et la distance entre les deux lignes, c'est entre 2 et 3 nanomètres. Donc voilà l'échelle à laquelle on regarde les matériaux. Alors moi, je me suis dit que dans la salle, il y aura peut-être quelques enfants, il n'y en a pas tant que ça. Donc je vais aller très vite par les deux digressions suivantes. Donc la couleur. La couleur, je me suis dit que c'est toujours un truc sympa. Pourquoi on a des couleurs? Alors, c'est l'interaction entre onde et matière. Onde, elle est ce qu'elle est, et puis matière, elle peut être désordonnée ou ordonnée. Ordonnée, c'est notre métal. Et donc, cette interaction, elle donne lieu entre le métal et l'onde à une possibilité d'analyser le métal, par exemple, par la diffraction des rayons X. Maintenant, si cette matière ordonnée, c'est une matière organique, comme par exemple les ailes d'un papillon, l'interaction avec la lumière visible va donner lieu à des couleurs structurelles. Et donc, il y a des papillons qui sont connus pour avoir des couleurs structurelles qui sont liées à l'espacement bien défini des écailles. Et puis d'autres couleurs, c'est des couleurs pigmentaires où par absorption de la couleur complémentaire, on fait ressortir la couleur de base. Et puis l'interaction avec les milieux désordonnés, c'est typiquement la diffusion de Rayleigh, c'est à l'origine du ciel bleu. Donc bon, je ne vais pas insister, il n'y a pas d'enfants, donc tant pis pour vous. Après, je reviens au thermo incassable, donc c'est quand même dans ce thermo, le fait que ce soit un acier inoxydable, après tout, un thermo qui est fait du verre, il peut être tout aussi performant sur une courbe où je tracerai l'évolution de la température donc du thé en fonction du temps. Mais en fait, si c'est un thermo en verre mis dans un sac à dos quand vous faites du ski et que vous n'êtes pas très bon, il ne résiste pas très longtemps, les thermos. J'ai fait beaucoup d'expériences dans ce sens dans les années 90. Et donc, l'arrivée du thermo, c'est lui avec les points bleus que je me suis fait offrir par une amie. Un thermo que je garde jusqu'à aujourd'hui et je le garde très précieusement parce que si vous voulez regarder les liquides à 94 degrés mis au départ, 24 heures plus tard, il a encore la température de 65 degrés et 2 jours après, il est toujours bon à boire. Alors si vous allez, je ne dirais pas exactement quel modèle, mais acheter un thermo que j'ai appelé cheap ici, c'est celui-ci. Il est aussi en acier inoxydable, mais il est un peu moins bien. Expérience faite à la maison avec mes enfants, d'accord, plus d'une fois. Donc vous voyez qu'au bout de 24 heures, vous pouvez tout aussi bien mettre tout dans une bouteille en plastique qui vous coûte rien du tout. Donc ça vaut la peine d'investir dans des choses de qualité. Alors, je vous ai dit que ces thermos sont incassables et c'est justement lié à la déformabilité de l'acier. Et c'est vraiment le deuxième critère qui fait que ce thermo il est de très bonne qualité. Alors, on va prendre
la déformation de ce matériau, de l'acier 304. Alors ici, si je regarde le début de la courbe, donc cette partie-là, cette partie, elle serait pratiquement la même à la température ambiante qu'à la température de l'azote liquide. Donc, on charge le matériau, la contrainte augmente, et à partir d'un moment, le matériau devient plastique. Après, il s'allonge, donc là, 5% d'allongement. Et puis, normalement, la courbe aurait continué comme ça, à température ambiante, et nous aurions eu 20 ou 50% d'allongement en fonction de la nature exacte de l'acier. Là, la déformation, elle est faite à nouveau dans l'azote liquide. Et dans l'azote liquide, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tac, il se passe quelque chose, et puis la contrainte elle commence à augmenter. Elle augmente très, très fortement. Elle augmente jusqu'à 1600 MPa. 1600 MPa, c'est... Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez un acier qui est utilisé pour le béton armé sur les chantiers, c'est un matériau qui va se déformer à 200 mégapascales. Hein. C'est un matériau, et puis en plus en température, hein, ça ne tiendra rien du tout. Donc ce matériau-là, il se passe quelque chose de vraiment surprenant. Alors, pourquoi j'aime bien cette courbe? C'est parce qu'elle invite à se poser plusieurs questions. Donc, ce matériau, il s'allonge à la température de l'azote liquide de 45%. Il est ductile. Alors que je vous ai montré que certains matériaux ils peuvent être fragiles. Donc, typiquement, un acier, du fer, un acier. Tous les matériaux de structure cubique centrée sont fragiles à la température de l'azote liquide. Alors que les matériaux de structure cubique face centrée, et le matériau 304 en fait partie, lui, il est ductile. Alors ça, c'est lié à des mécanismes de déformation plastique. Il faut aller regarder du côté de la théorie des dislocations. Donc, je ne vais pas vous parler de ça parce que ça sera un peu long. Mais il y a la question du pourquoi qui est vraiment au centre de la réflexion dans les laboratoires de la R&D. Après, la deuxième question, ce matériau devient de plus en plus résistant, c'est cette partie de la courbe. Pourquoi ? Pourquoi à un moment, il y a un changement d'inflexion, il y a une inflexion sur la courbe à ce niveau-là? Alors ça, c'est lié à un phénomène très particulier de la transformation martensitique induite par déformation. Et je ne vous en parlerai pas. Ductile, ça signifie, vous pouvez, pour répondre à cette question, si vous prenez deux matériaux, ou je prends même plus simple, je prends un seul matériau, vous prenez de la pâte à modeler, d'accord, pour les enfants, vous la mettez dans le frigo, vous sortez, vous voulez la déformer, ça, c'est difficile, hein. Vous pouvez même casser en deux morceaux, ça c'est fragile. Par contre, cette même pâte à modeler qui est remontée à une température ambiante, voire un peu au-dessus, elle est très malléable. Vous pouvez la tirer et elle va s'allonger 2 fois, 3 fois. C'est ça la ductilité. Donc voilà, ici, elle est 45% d'allongement. Ça veut dire que d'une longueur initiale de 10 cm, on a 14 cm et demi à peu près. Voilà, donc pourquoi j'en parlais? Parce que cette augmentation ici, elle est à l'origine de vraiment toute une classe de matériaux nouveaux qui s'appuient sur ces mécanismes de transformation en cours de déformation. Je vous donnerai un exemple assez rapidement dans la suite de cette présentation. Donc voilà, les 4 exemples promis de sujets de recherche actuellement en cours qui impliquent la réflexion sur les matériaux nouveaux ou les matériaux anciens dans les milieux un peu nouveaux. Je vais commencer par une thèse qui est actuellement en cours chez nous, une thèse qui concerne les matériaux pour les compresseurs de gaz dans l'industrie gazière. Donc voilà, le noyau du compresseur de gaz, ce sont ces roues-là. Et donc elles sont faites avec un matériau bien particulier, un acier inoxydable martensitique. Et ce matériau, pour comprendre comment il se comporte et pour garantir son utilisation dans des milieux de plus en plus agressifs lors de l'exploration des gaz qui ont des compositions variables sur les divers champs, qui sont mis face à de l'eau salée, qui sont mis face
à des milieux liquides contenant des dérivés d'hydrogène, il faut l'optimiser en termes de composition, en termes de microstructure. Et si on regarde cette microstructure à l'échelle des 10 microns ici, on peut imager les divers éléments, donc les divers grains qui sont orientés d'une façon particulière. Et ici, à chaque couleur est associée une orientation particulière. Alors, juste pour faire sentir aux gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de ces dimensions, les 10 microns, c'est 5 à 7 fois moins que le diamètre d'un cheveu. Un cheveu humain, c'est de l'ordre de 50 à 80 microns, donc au niveau de cette dimension-là. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est une nouvelle classe d'acier qui est développée par un industriel dans le nord de France, un groupe Aperam. Donc, des matériaux qui sont développés pour diverses applications industrielles, l'industrie de pâte à papier, l'industrie agroalimentaire, pour des éléments d'architecture. C'est des aciers de type lune duplex. C'est des aciers qui ont la caractéristique d'être composés de 2 phases différentes. Donc, la phase qu'on appelle la phase gamma, donc c'est ma fameuse phase cubique face centrée, et phase alpha, cubique centrée, d'habitude un peu plus dure. Et c'est ces composites-là qui donnent des propriétés assez remarquables à ces aciers-là. Mais au-delà des propriétés remarquables, ce qui est remarquable, c'est ça. C'est les coûts. Faut pas oublier que c'est vraiment la force motrice principale dans le développement de tout un tas de nouveaux matériaux pour des applications. Et les aciers lune duplex en font partie, et notamment du fait de la variabilité forte du coût des nickels sur le marché des métaux. Troisième exemple, c'est un exemple tout récent, une thèse soutenue au mois de février chez nous, qui portait sur la compréhension des défauts internes dans les viroles fabriqués en France. Donc, une virole comme ça, c'est un objet qui pèse 80 tonnes. Bon, 80 tonnes, c'est beaucoup. C'est un objet dont il faut garantir la qualité des structures internes. En langage un peu vulgarisé, on parle de santé matière. Et si jamais il y a des défauts de ce type-là, à ce moment-là, ils sont détectés par les contrôles ultrasoniques et la pièce, elle est rebutée. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, c'est la compréhension du procédé des traitements, de l'ensemble des traitements thermiques qui permet de garantir la sortie des pièces sans ce type de défaut. Et puis, ce sujet, il avait une déclinaison extrêmement intéressante dans le contexte international parce qu'il se trouve que chez nos amis belges, sur la période 2012-2016, il y avait 2 réacteurs nucléaires, donc des Doel et des Tihange, qui étaient en arrêt pour cause de détection de ce type de défauts. Et les travaux ont consisté à imaginer le phénomène de désorption de l'hydrogène dans ces défauts, la montée en pression et l'évolution de cette pression en fonction du temps. Alors là, sur un objet comme celui-ci qui est en service, il est assez difficilement concevable de découper un matériau pour faire une étude expérimentale. Donc, c'est l'ensemble d'un groupe d'experts qui s'appuyait sur les travaux de recherche qui ont statué fin 2016 sur le fait que les défauts existants avaient une longueur telle qu'ils ne pouvaient pas se propager. Donc ça, c'est vraiment la puissance de la partie modélisation et simulation numérique qui peut être à l'origine des conclusions qui permettent ou permettent pas le redémarrage de certaines installations industrielles. Et c'est de plus en plus fréquent dans l'industrie d'associer au procédé de fabrication, notamment de fabrication directe, tout un panel, une suite d'outils numériques qui permettent de garantir la solidité des pièces fabriquées pour une utilisation. Imaginez par exemple une pale d'éolienne qui est obtenue par injection. C'est des objets qui ont des dizaines de mètres de longueur, qui sont faits en une seule fois et qu'on découvre un défaut à l'intérieur. La question qui se pose, c'est est-ce que cette pièce-là peut être utilisée de façon sûre? Alors, le défaut, il peut se former à un endroit ou à un autre. Donc, les contrôles permettent d'identifier
la nature du défaut, sa taille, sa position, et derrière, on lance toute la moulinette des outils de simulation pour répondre à la question, est-ce que cette pièce-là, elle peut aller en service? Si ce n'est pas le cas, il faut l'utiliser autrement. Puis il y a 2-3 exemples sympathiques de mémoire au Danemark où des pièces comme ça ont été transformées en objets de jeu sur les enfants sur une place dans un quartier. Donc les enfants adorent, mais du point de vue de l'industriel, c'est quand même de l'argent qui est perdu. Et puis le dernier exemple, c'est celui donc de développement de nouvelles nuances d'acier pour l'industrie de l'automobile. Alors, vous avez ici une représentation de l'ensemble des nuances d'acier utilisées dans cette industrie sur l'échelle donc de la ductilité, donc allongement, et sur l'échelle de la contrainte maximale qui peut être supportée. Alors, il y a des aciers, bon, je n'ai pas le temps de les décrire tous, mais globalement, en allant dans cette direction-là, on va vers l'optimum, c'est-à-dire d'un matériau qui est ductile et qui résiste bien. Et il y a une classe de matériaux qui est vraiment actuellement en développement, c'est les aciers à haute résistance de 3e génération. Et ce sont des aciers qui sont donc obtenus par un procédé thermomécanique bien particulier qui conduit à la structure ferrito-bénitique avec de l'austenite résiduelle. Alors, si je dis ça, je pense qu'il vaudrait mieux que je m'arrête, parce que c'est pas ça le but. C'est des objets magnifiques, je veux dire, pour donner un exemple, les dual phase, les aciers classiquement utilisés auront une résistance de 600 MPa. Ces types d'acier, on peut facilement doubler la limite d'élasticité. Donc vous imaginez tout ce qui est allègement, tout ce qui est la possibilité de produire les véhicules qui consommeront moins de carburant. Mais en augmentant la contrainte des matériaux, ce qui se passe, c'est que ces matériaux deviennent de plus en plus sensibles à l'environnement, et notamment à un phénomène de fragilisation par hydrogène. Et quelque part, je ne sais pas s'ils sont là, ici, les aciers, oui, les TWIP, donc Twinning Induced Plasticity, c'est des aciers qui sont des aciers à fort pourcentage de manganèse, qui ont des caractéristiques mécaniques excellentes, mais malheureusement, c'est des aciers qui ont une sensibilité très forte à l'hydrogène, et c'était ça les freins à leur implémentation dans l'industrie de l'automobile. Donc on est actuellement sur cette génération-là, on sait que l'hydrogène c'est quelque chose de délicat, et on a des méthodes d'analyse où on peut voir l'hydrogène par ces pics-là, et puis on se pose la question à partir de la mesure où on voit l'hydrogène en fonction de la température dans une manip de thermodésorption, on se pose la question où est-ce qu'il est fragilisant, est-ce qu'il ne l'est pas. C'est vraiment du domaine de la R&D actuellement, soutenu par l'industrie, par les grands organismes de recherche nationaux. Voilà, la deuxième partie terminée. Et la troisième, elle sera plus courte, parce que moi je regarde le temps. Je pense que j'ai déjà parlé 45 minutes, mais donc je vais passer rapidement sur la partie turbine aéronautique. Donc, turbine aéronautique, c'est un objet de rêve pour, je sais pas, tous les enfants, tout le monde. Moi, la première fois quand je regardais les films, je sais pas, c'était Right Stuff, les gars qui étaient les premiers à dépasser la vitesse de son dans un avion avec les turboréacteurs. Moi, je pensais déjà à ça, mais qui c'est qui a imaginé cet engin qui permet de propulser l'avion à des vitesses supersoniques? C'est des turbines comme celle-là qui sont composées de divers matériaux. Et vous voyez, il y a du titane, il y a du nickel, de l'acier, de l'aluminium, des composites. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça, mais il y a la partie en rouge, c'est la partie la plus chaude, et c'est sur celle-là que je vais concentrer mon discours. Et la partie la plus chaude implique l'utilisation de matériaux vraiment très, très avancés. Alors, ces matériaux-là, vous pouvez les voir sur ces diagrammes de résistance spécifique. C'est en fait la limite d'élasticité, souvent divisée par la masse volumique. En fonction de la température, et donc, si vous prenez sur ces critères-là l'aluminium et l'acier, vous voyez qu'ils sont très proches. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la compète féroce dans l'industrie de l'automobile entre ces deux matériaux. Du point de vue de la résistance, c'est des matériaux qui ont vraiment les mêmes caractéristiques. C'est pareil pour la boîte boisson. Il y a des boîtes boissons en aluminium, il y a des boîtes boissons en acier. Et puis, quand la température monte, l'aluminium, ça ne peut pas. Ça fond quand même à 660 degrés, donc à un moment, ce n'est pas possible. Mais les caractéristiques de l'acier vont s'effondrer également. Et qu'est-ce qu'on a?
on a les alliages de titane jusqu'à une certaine température. Et si on monte encore la température, restent les superalliages à base de nickel. Et donc, ce sont ceux-là qui sont utilisés dans une zone de température qui dépasse les 1000 degrés dans les turbines. Après, comment est-ce qu'on développe ce type de matériaux? On pense à mélanger un certain nombre de métaux, à donner la microstructure qui convient. Et là, ici, je vous compare les comportements du nickel et du superalliage base nickel. Alors, pour la même contrainte, 200 mégapascales ici, 200 mégapascales là-bas, le nickel peut résister jusqu'à 370 degrés, alors que le superalliage base nickel, pratiquement 1000 degrés. Ça vous donne la distance qui peut être parcourue entre les nickels et un superalliage qui comporte quand même 70% de nickel, mais qui est optimisé en termes de composition et en termes de microstructure. Et pour valider l'utilisation de ces matériaux, on a tout un tas de dispositifs de laboratoire pour faire des essais spécifiques. Puis à un moment, il faut lancer les manips en vrai, c'est-à-dire donner la limite d'utilisation pour 1000 heures d'utilisation, 10 000 heures d'utilisation. 10 000 heures, c'est quand même long. Je ne sais pas si vous voyez, mais 10 000 heures, c'est un peu plus qu'une année. D'accord? Donc il faut que les manips tournent et il en faut un certain nombre. Et là, je vais vous montrer un laboratoire qui fait ça. C'est celui-ci. D'accord? Donc les machines, chaque machine, elle tourne entre quelques mois et quelques années dans une pièce climatisée. Et puis il y en a dans ce laboratoire particulier de mémoire 580 qui sont alignés côte à côte pour justement évaluer les diverses compositions de matériaux pour ce type d'application. Donc, voilà, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que ça résiste si bien? Ça résiste si bien parce que, et on est obligé de revenir à la structure atomique des matériaux. Le nickel de structure gamma, donc cubique face centrée, c'est ça. La petite flèche représente le vecteur de Burgers, donc une dislocation qui se déplace dans les matériaux. Et puis le superalliage, il comporte des structures gamma prime, c'est nickel 3 aluminium, exemple typique. Et là, le mécanisme de déformation dans cette structure ordonnée est totalement différent. Et ça, c'est à l'origine des mécanismes de déformation qui peuvent être vus à l'aide de microscopes en transmission. Donc là, les petites lignes, c'est des dislocations. Jusqu'en 1954, c'était un objet théorique. Et il a été vu à un moment par cet appareil. Et aujourd'hui, il y a des laboratoires spécialisés dans l'étude des mécanismes de déformation. Cette structure particulière, elle donne lieu à des mécanismes de déformation particuliers qui sont à l'origine de la bonne résistance au fluage. Et la microstructure, elle peut ressembler à ça. On l'appelle la microstructure en pavé, mais bon, je veux dire, ce sont des choses qui sont connues depuis une trentaine d'années, la microstructure en pavé. Petit retour sur le passé et ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine. Donc, dans le passé, quand on faisait les obs de turbine, donc un élément principal d'une turbine, c'était un matériau polycristallin, vous savez, avec ces petits grains en couleur côte à côte. Ce n'est pas très bon parce qu'il y a plein de joints de grains et les matériaux qui comportent plein de joints de grains, ils ne résistent pas bien, ça va provoquer du glissement intergranulaire et d'autres phénomènes de déformation. Donc on a eu l'idée de faire des matériaux par solidification directionnelle, ce qui donne lieu à une structure en colonne. On la devine un peu ici, c'est des grains individuels, mais ils sont tous dans ce sens-là. Et quand l'aube tourne, la force elle est appliquée à la verticale ici, c'est-à-dire de façon parallèle aux joints de grains. Donc, ce n'est pas très grave. Mais comme ce n'est pas parfaitement parallèle, il vaut mieux ne pas avoir de joints du tout. Et ça, c'est les objets de cette taille-là qui sont des monocristaux, c'est-à-dire un seul grain, et c'est une production industrielle qui les permet. Mais les matériaux métalliques qui sont utilisés, aussi performants soient-ils, ils vont fondre à 1400-1500 degrés. C'est-à-dire les superalliages base nickel, ils ont des températures de fusion dans cette gamme-là. Alors que les gaz dans une turbine, les gaz suite à la combustion, dépassent largement 2000 degrés. Donc comment est-ce que ça tient? Ça tient par la mise en place des barrières thermiques en matériaux céramiques et par des systèmes de refroidissement internes.
Et ces systèmes de refroidissement interne, ils peuvent être très simples, faits par technologie classique, ou les gens qui pensent à des systèmes de refroidissement plus perfectionnés, ils s'imaginent, mais des choses qui ne sont absolument pas faisables. Pour vous donner un exemple, imaginez comment, dans un métal, faire un trou qui permettrait d'accueillir la spirale du tire-bouchon. D'accord ? Quand vous rentrez ça dans un bouchon en liège, c'est assez facile, parce que le liège, il le permet, mais par contre, si vous vouliez faire ça sur un matériau métallique, c'est un peu plus difficile. Et donc la question qu'on pourrait se poser, et pourtant la surface refroidie serait beaucoup plus importante. Donc ça aurait un intérêt du point de vue de la conception des pièces, mais ce n'est pas faisable. D'accord ? Donc d'un côté, il y a des gens qui rêvent de faire ce type d'objet qui permettrait d'être refroidi à l'intérieur de telle sorte à pouvoir résister à ces gaz très chauds. Et d'autre part, il y a des métallurgistes qui disent « mais non, arrêtez, ce n'est pas possible, fermez le chapitre ». Eh bien, ce n'était pas possible jusqu'à il y a un certain nombre d'années, jusqu'à une vingtaine d'années peut-être aujourd'hui. Et il y a une technologie qui devient de plus en plus mûre, c'est celle d'impression 3D. Alors, vous entendez parler de l'impression 3D maintenant par vos enfants ou petits-enfants qui reviennent du collège. Ils disent, papa, maman, le proviseur a acheté une imprimante 3D, on peut faire je sais pas, des petits bonhommes de Lego en plastique, c'est génial, ça, en 3 heures, on en fait un. Donc, bon, c'est en plastique. Industriellement, en 3 heures, ce n'est pas évident que ce soit viable. Ceci dit, ça permet d'obtenir toute forme possible. Alors ça, c'est l'impression 3D. Alors beaucoup de gens pensent que l'impression 3D, c'est quelque chose qui est limité à des matières polymères, c'est-à-dire les matières à bas point de fusion. Le fait est que les métaux et alliages peuvent être imprimés en 3D par des machines industrielles aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises dans le monde qui sont capables de fournir des machines d'impression 3D. Il y a des marchés nouveaux qui s'ouvrent aujourd'hui, notamment dans l'aéronautique, pour faire ces objets-là. Et donc, je vais vous présenter sur 2 dernières slides en quoi consiste cette technologie et ce qu'elle permet d'obtenir. Donc, cette technologie, elle part d'un objet à faire qui est un objet purement numérique. C'est-à-dire, on le fait avec des outils de conception assistée par ordinateur. Une fois cet outil conçu, il peut être donc découpé en tranches pour être fabriqué à partir d'une poudre. Et donc, cette fabrication, c'est une fabrication qui implique un lit de poudre. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est la lumière donnée par le faisceau laser qui permet de consolider cette poudre. C'est-à-dire de faire ce que je vous ai expliqué avec mon T1000, de passer d'un état solide à un état liquide et de revenir à un état solide par la suite. C'est-à-dire les phénomènes que je vous ai décrits avec cet objet un peu de science-fiction sont exactement ceux dont on a besoin pour la conception et la fabrication de nouveaux alliages. Donc voilà, cette pièce, elle est fabriquée ici. Et donc vous voyez, ça va être fabriqué couche par couche en remontant vers vous pour obtenir la pièce finale, ici. Et donc, en France, aujourd'hui, il y a plusieurs endroits où ces choses sont possibles. Et en particulier, autour de Saint-Étienne, nous avons un pôle assez fort, constitué donc, de 3 unités, École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, le CETIM et Mines Saint-Étienne. Donc, CETIM, c'est un organisme national qui a une filiale à Saint-Étienne. Et la deuxième présentation, ça va être par mon collègue du CETIM Senlis. D'accord ? Et donc nous, côté CETIM, on a des activités très fortes dans le biomédical et dans cet ensemble, on traite aussi d'autres applications, notamment pour l'industrie aéronautique. Et on s'est associé dans le cadre d'un laboratoire LUPIAM, puis ce type de belles présentations, je les tiens de mes collègues qui ont eu la gentillesse de me fournir cette image. Et maintenant, qu'est-ce que ça permet, cette technologie ? Eh bien, ça permet de produire, par exemple, des objets comme ça. Donc, ce n'est pas une poupée, c'est un injecteur d'un moteur d'une turbine aéronautique. Un injecteur qui, passé un temps, était composé de 18 pièces différentes et qui, aujourd'hui, grâce à cette technologie, il est fait en un seul run et il comporte à l'intérieur ce que vous ne voyez pas, les canaux de refroidissement qui sont faits de telle sorte que ça limite le dépôt de suie à l'intérieur suite à la combustion du kérosène. Ça augmente la performance du modèle et
au final, ça conduit à des gains économiques. Donc, c'est un objet qui est fabriqué et qui est utilisé. Après, il y a tout un tas de petits objets qui, en technologie classique, auraient cette forme-là, mais la fabrication additive permet ce qu'on appelle une optimisation topologique, c'est-à-dire une réconception de la pièce qui va assurer exactement la même fonction en ayant une forme différente et surtout la pièce, elle pèsera moins lourd. Donc pour l'aéronautique, c'est un gain immédiat. Et puis, puisque nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'Académie des savoirs sur le métal, il y a des objets un peu d'artistes qui peuvent être comme ça, et puis des objets conçus par les designers comme des fauteuils conçus en fabrication additive. Vous pouvez aller voir sur Internet, cet objet, il pèse 2,5 kg. Et il assure la même fonction, c'est-à-dire il peut accueillir un gaillard de 100 kg pour la sieste. Donc c'est quand même pas mal. Ça ouvre vraiment des possibilités énormes au niveau des designs. Et comme je vous ai dit, fabrication additive métallique, ce n'est qu'une technologie de la grande gamme d'impression 3D. Et je pense que vous en entendrez encore parler pendant quelques années. Voilà, il y a une petite planche avec les liens que vous pourrez explorer. Et puis je vais terminer par une petite anecdote. Quand j'ai terminé cette présentation, je suis allé sur Wikipédia pour voir, finalement j'ai fait une présentation, mais qu'est-ce qu'eux, ils vont dire de métaux. Et la première image qui illustre les métals, c'est l'image des cristaux de gallium. Vous pouvez vérifier. Donc, normalement, il aurait fallu que je mette la date à laquelle j'ai consulté la page pour que je sois parfaitement propre. Mais comme la date est sur la première planche, vous pouvez admettre que je l'ai fait la veille. La première image, c'est celle des cristaux de gallium pour parler de toute la famille des métaux. Bon, avec ça, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert aux questions. Merci Christophe Wolski. On va prendre juste quelques questions parce que du coup le timing est un petit peu serré. Bonjour monsieur. Par rapport à la fabrication additive, ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir les mêmes résistances mécaniques que par estampage par exemple. Donc est-ce que d'après vous les progrès futurs qu'on peut imaginer permettront quand même d'avoir une bonne résistance mécanique des matériaux qu'on fabriquerait par fabrication additive? Il y en a qui disent que ce sera meilleur grâce à la microstructure qu'on peut obtenir. Mais après, il faut être réaliste. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, en termes de résistance mécanique, je pense que c'est possible d'obtenir les mêmes paramètres. Après, c'est une autre question de les garantir. C'est-à-dire, aujourd'hui, la fabrication additive, elle permet de produire des pièces qui, sur ma courbe contrainte de formation, on obtiendra la même limite d'élasticité, la même limite de plasticité. Par contre, on sait que ces matériaux comportent des porosités. Et ces porosités peuvent être à l'origine d'une résistance plus faible en fatigue. Donc après, il y a tout un tas de concepts, notamment l'utilisation de la technologie des hot isostatic pressing, c'est-à-dire des fruitages à chaud sous pression, qui permettent de fermer ces porosités. Il y a d'autres procédés qui sont propriétaires des procédés propriétaires qui permettent de coupler la fabrication additive avec l'application de pression ultérieure. Donc une façon de répondre à cette question, c'est peut-être aussi de dire que les matériaux que nous utilisons aujourd'hui, obtenus par les technologies classiques, ils sont toujours pas parfaits. Les métaux obtenus par transformation thermomécanique comportent toujours des défauts qui sont à l'origine d'une durée de vie limitée. Donc on peut penser que ceux obtenus par fabrication additive, ils ne pourront que progresser. En tout cas, c'est l'objectif du volet fabrication additive de l'Alliance pour l'industrie du futur. Okay, merci. Et toujours par rapport à la fabrication additive, là vous avez parlé des poudres consolidées, et moi j'avais entendu parler de robots soudeurs en fait qui fondent le métal. Est-ce que c'est une technologie très proche d'ailleurs du plastique fondu, quoi? Alors le robot soudeur, moi je ne sais pas, j'ai en tête l'image d'un pont en autoconstruction quelque part, un truc qui enjambait la rivière de 6 mètres. C'est à ça que vous faites référence? Non, je pense à une imprimante une 3D avec à base de fusion du métal. Vraiment.
Oui. Et la question précise, c'est? C'était savoir si vous n'avez pas parlé de cette technologie, est-ce que c'est quelque chose qui est développé, qui est fiable? Ben, moi, quand je vous montrais cette image-là ici, en fait, cette image, c'est précisément cette technologie-là. C'est-à-dire, cette poudre-là, elle est déposée par couche dans la machine, dans l'imprimante 3D métal. Et derrière, sur chaque couche qui fait une épaisseur de l'ordre de 0,1 mm, un peu moins, la poudre, elle est fritée uniquement sur les zones qui correspondent à une section de cet objet. Et donc, une fois que ça s'est frité, il y a la nouvelle couche qui recouvre tout et on refait l'étape de fritage. Donc, par exemple, si je prends cet objet-là qui est montré ici, cet objet, il n'a pas été fait par soudage de petits morceaux de fil pour obtenir la forme finale. Il a été obtenu d'abord informatiquement en découpant cet objet en 6000 tranches. Et donc, il y avait 6000 étapes de consolidation de poudre par le faisceau laser. Donc, c'est réellement un objet industriel.